Bonjour mesdames et messieurs et merci d'avoir patienté. Bienvenue à la téléconférence pour les dernières recherches sur le cancer de l'ovaire. Veuillez que cette conférence est enregistrée aujourd'hui, mercredi le 16 février 2011 à midi, heure de l'Est. J'aimerais maintenant céder la parole à Mme Iris Bisson, directrice de programme. La parole est à vous. Merci. Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Nous sommes très heureux de présenter cette séance intitulée « Les dernières recherches sur le cancer de l'ovaire » à tous nos participants. Nous voudrions remercier Dr Anne-Marie Messmasson d'avoir accepté de l'animer. Dr Anne-Marie Messmasson est chercheure au CHUM, spécifiquement à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Les personnes qui se sont enregistrées pour la téléconférence ont reçu sa présentation PowerPoint par courriel. Je m'appelle Iris Pison et je suis responsable des formations téléphoniques, dont celle que vous entendrez aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada travaille très fort pour que les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles aient l'information qu'ils ou elles ont besoin. Nous espérons que vous aimerez cette téléconférence et que vous poserez des questions à Dr Messmasson. Pour encourager le public à poser des questions, nous vous demandons de donner seulement votre prénom ou un prénom fictif si cela vous rend plus confortable. Les dernières formations téléphoniques sont disponibles sur YouTube à www.youtube.com/ovaire Canada. Les segments audiophoniques seront à partir de maintenant affichés en segments de 15 minutes pour faciliter votre écoute et que vous puissiez retourner où vous étiez rendu. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir des survivantes et des membres de leur famille dans notre auditoire. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires. Une évaluation vous sera envoyée par courriel ou par voie terrestre. Nous aimerions avoir vos commentaires sur la formation d'aujourd'hui. Et maintenant, je cède la parole à Dr Anne-Marie Messmasson. Merci beaucoup, puis merci beaucoup à tout le monde qui s'est joint à la téléconférence. Alors, avant de commencer plus spécifiquement dans le cancer de l'ovaire, je voulais commencer avec la première diapositive qui parle un peu de la cause du cancer ou une analogie que j'aime utiliser qui s'appelle la loterie du cancer. Alors, souvent, quand on est atteint du cancer, on dit, ben pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il faut comprendre que le seul fait de naître fait qu'on s'est déjà mis comme personne à risque de développer un cancer. Alors, si on prend l'analogie de la loterie, c'est qu'en naissant, on a un billet de loterie qui nous donne des chances ou des malchances de développer le cancer. Alors, qu'est-ce qui affecte les chances ou les malchances? Ben, il y a deux facteurs qui sont importants. Un, c'est ce qu'on appelle les facteurs génétiques. Et ça veut dire que nos cellules, notre corps, la matière génétique qu'on a, c'est nos chromosomes, c'est de l'ADN. Et on reçoit cet ADN-là de nos parents. Il se peut qu'il y ait des formes anormales de cet ADN-là qui font qu'on est à risque, ce qu'on appelle les cancers familiales. On a un risque héréditaire de développer le cancer. À ce moment-là, la personne, son billet de loterie serait un billet de peut-être une chance sur 10 ou une chance sur 5 dans sa vie de développer un cancer. Au courant de notre vie, ensuite, il y a des facteurs de notre environnement qui peuvent venir influencer notre risque de développer un cancer. Alors, si on pense, par exemple, à quelqu'un qui en naissant, a un billet gagnant de 1 dans 1000, le seul fait de fumer pourrait changer ce billet de loto-là d'un billet de une chance 1 sur 1000 pour 1 en 50. Ce qui veut dire qu'en fumant, on ne va pas nécessairement développer le cancer du poumon, mais on a beaucoup influencé les chances qu'on le développe. Et ça, c'est parce que ces facteurs environnementaux-là, soit le tabagisme, l'inflammation, les infections, l'obésité, et même l'environnement, peuvent toutes venir endommager notre génome et on a l'accumulation de mutations qui éventuellement donnent une cellule tumorale qui est essentiellement une cellule qui est devenue anarchique. Alors, normalement, les cellules ont des signaux qui les aident à pousser, des signaux aussi qui sont des freins à pousser. Donc, une cellule normale,
sait comment suivre les instructions de son ADN et arrête de pousser lorsqu'il reçoit le bon signal. La cellule cancéreuse, elle, continue à pousser même dans des circonstances qu'on ne voudrait pas qu'elle pousse. Alors, si on regarde le cancer de l'ovaire, ce cancer-là, il est un cancer qui est normalement, si vous regardez les statistiques que je vous ai présentées dans la prochaine diapo, c'est un cancer qui est quand même assez rare, mais qui a un haut taux de mortalité. Une des raisons pour ça, c'est que c'est souvent, et vous l'avez sûrement vécu, que les symptômes sont très vagues et c'est des symptômes que normalement on n'irait pas tout de suite courir à notre médecin en pensant qu'on a un cancer. Ce qui veut dire qu'on est souvent diagnostiqué de façon très tardive ou la maladie est plus difficile à contrôler. Mais quand on parle du cancer de l'ovaire, bien qu'on dit que son origine vient de cet organe-là, ce n'est pas un seul cancer, mais une famille de maladies complexes qui sont toutes sous le nom du cancer de l'ovaire. Alors, le cancer de loin le plus fréquent, c'est les cancers épithéliales de l'ovaire, qui représentent à peu près 85% de tous les cancers ovariens qui sont diagnostiqués, et c'est sur eux que je vais surtout me concentrer aujourd'hui. Mais même si vous allez à la prochaine diapo, même à l'intérieur du cancer épithélial de l'ovaire, on reconnaît que il y a toutes sortes de formes de la maladie qui peuvent influencer notre façon de répondre au traitement, la vitesse dans laquelle la maladie va se développer ou comment est-ce qu'on va éventuellement notre survie. Alors, premièrement, on a la classification qu'on utilise pour séparer les différentes sortes, c'est au niveau de les classes. Alors, les gens qui ont des tumeurs bénins, ce ne sont pas des cancers, mais c'est quand même des masses qui peuvent être très impressionnantes. On parle en termes de même de kilogrammes. Ça peut être des grosses masses de cellules, mais qui n'ont pas une propriété envahissante et qui sont faciles à contrôler avec une chirurgie. C'est même pas considéré un cancer. Dans ceux qu'on considère le cancer, il y a ceux qu'on appelle à faible malignité ou borderline. Et ces cancers-là sont, même s'ils sont aussi volumineux en tant que masse, ils sont plus faciles à contrôler parce qu'ils sont peu invasifs. Tandis que la majorité des cancers qui sont diagnostiqués sont des cancers qu'on appelle nettement malins. Mais même dans une fois qu'on a séparé notre cancer en termes de sa malignité, ensuite il y a différents grades de malignité. Alors même dans les malins, il y en a qui ont une apparence qui est plus comme une cellule normale, qu'on appelle un grade 1. Aussi la cellule tumorale, elle est complètement anarchique, elle ne ressemble pas du tout à une cellule normale de l'ovaire. On l'appelle une cellule de grade 3. Enfin, pour classifier la maladie, ce qui est très important aussi pour la prise en charge, c'est le stade de la maladie. Alors, quand on parle, par exemple, de quelqu'un qui a une maladie stade 1, ça veut dire que la maladie est encore confinée au niveau des ovaires. Donc, les tumeurs les cellules cancéreuses se trouvent toutes au niveau de l'ovaire. Tandis que la plupart des femmes sont diagnostiquées au niveau du stade 3, qui veut dire qu'il y a déjà une atteinte au niveau du péritoine. La tumeur s'est répandue à l'intérieur et le stade 4 représente des métastases à distance. Ça, c'était pas suffisamment compliqué pour essayer de comprendre la maladie. On ajoute par la suite une classification qu'on appelle histopathologique. Alors, l'ovaire normal, elle a certaines caractéristiques de cellules différenciées, mais lorsqu'elle devient tumorale, on dirait qu'elle met le chapeau des cellules, d'autres cellules de la voie reproductive de la femme. Et donc, on reconnaît qu'il y a des cancers qui sont des cancers séreux, qui représentent la majorité des cancers épithéliales qui sont diagnostiqués, à 50%.
Ensuite, il y a des cellules, les cancers endométrioïdes, mucineux ou cellules claires. Et tous ces cancers-là, même s'ils dérivent de la même organe ou du tractus féminin, ils ont des caractéristiques au niveau de la morphologie de la cellule qui sont très différentes et on sait que le parcours clinique va être très différent dépendant de l'histopathologie. Donc ça vous donne un portrait rapide un peu du cancer de l'ovaire. Au niveau de la recherche, quand on est intéressé à étudier le cancer de l'ovaire et faire des recherches dans le cancer, bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on va étudier. Alors, en recherche, on utilise des modèles. Et notre modèle peut être le patient. Donc, dans des études épidémiologiques, on va peut-être passer des questionnaires à des patients, puis on va leur demander des questions. Beaucoup de fois, on va essayer, suite à un consentement, de faire des études sur les tissus cancéreux qui proviennent des opérations pour les femmes qui sont atteintes du cancer de l'ovaire, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans cette cellule cancéreuse-là, pourquoi elle n'est plus une cellule normale comme elle était il y a 10-15 ans passés. On peut des fois, à partir de ces tissus tumoraux-là aussi, établir ce qu'on appelle des cultures primaires ou des lignées cellulaires. En d'autres mots, on prend la tumeur, on la coupe en petits ciseaux, puis on utilise des enzymes pour tout séparer la structure de la tumeur. Et les cellules cancéreuses elles-mêmes peuvent pousser sur du plastique. Et on est capable de les faire vivre au niveau du laboratoire pendant des années et des années pour nos études. On peut faire des modèles encore plus complexes où on les pousse en 3 dimensions en stéroïdes, un peu comme la tumeur se trouve à l'intérieur de l'acide, ou des fois, parce que c'est difficile, c'est tellement complexe une cellule cancéreuse, puis une personne et une autre sont tellement différents, des fois on se tourne vers la souris pour nos modèles. Donc, le choix du modèle, celui qu'on va prendre, dépend énormément de la question de recherche qu'on veut poser. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire, la sorte de questions? Alors, il y a différents types de recherches qu'on peut faire. Alors, il y a des études épidémiologiques. Alors, ça, c'est des études de population. On a souvent les malades et des cas contrôles. Puis on essaye souvent dans ce genre d'études pour comprendre les facteurs de risque, soit génétiques ou environnementaux, qui contribuent au développement du cancer avec la vision de faire à long terme de la prévention. Donc, si on comprend qu'il y a certains facteurs de risque qu'on peut contrôler. Donc, on ne peut pas contrôler l'ADN qu'on vit avec, mais on peut dire que, par exemple, en prévention, quelqu'un qui a des cancers héréditaires, le suivi clinique qu'on va faire chez cette personne-là va être très différent au niveau de prévention de quelqu'un qui n'a pas une prédisposition génétique. Puis, je m'explique. Par exemple, les gènes BRCA1 et BRCA2 qui donnent une prédisposition au cancer de l'ovaire et cancer du sein, ça se peut que certaines femmes, suite à un conseil génétique, décident de façon prophylactique, avant qu'un cancer se développe, de se faire enlever leurs ovaires pour essayer de prévenir le développement d'un cancer ovarien. C'est sûr qu'au niveau de la population en général, on ne serait pas en train d'encourager chaque femme, suite qu'elle a fini avec sa famille, de se faire enlever les ovaires. Donc, ça veut dire que la prévention qu'on ferait pourrait être spécifique aux facteurs génétiques. Ensuite, pour les facteurs environnementaux, on pourrait voir si, par exemple, l'utilisation du talc est un facteur de risque. On pourrait encourager les femmes à ne pas l'utiliser, mais ça serait pour toutes les femmes. Donc ça, c'est de la recherche épidémiologique. Qu'est-ce qu'on a, le genre de questions qu'on peut poser.